Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue à Cannes pour ce nouveau numéro d'International, émission réalisée toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représentée cette semaine par Guillaume Fressard. Vous le voyez, la Méditerranée, les bateaux derrière moi, le ciel bleu et ensoleillé, et puis surtout là sous nos pieds un tapis rouge. Nous sommes bien sur la Croisette, au Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde. Il touche à sa fin, c'est ce samedi soir que le jury, présidé cette année par Vincent Lindon, va dévoiler le palmarès, la Palme d'Or et les autres prix de cette 75e édition. Une édition particulière pour deux raisons, notamment d'abord parce que pour la première fois depuis 2019, elle s'est déroulée en mai et sans masque. Ensuite, parce que pour la dernière fois, nous allons voir en haut des marches du Palais des Festivals accueillir les artistes sélectionnés et les invités. Celui qui préside ce festival depuis 2015, Pierre Lescure. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir avec vous sur cette édition. Merci d'avoir déclenché les cloches qui ne sont pas le tocsin, mais merci. Les cloches du Suquet, oui, qu'on entend loin. Parfait, merci. Nous allons donc revenir sur cette édition avec vous, Pierre, forcément spéciale pour vous. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Nous évoquerons aussi les succès et puis les difficultés actuelles de l'industrie du cinéma, les profondes mutations qui la traversent et puis les défis qu'elle doit relever, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Mais avant de vous entendre, voici, comme chaque semaine pour débuter cette émission, notre instantané. Humphrey Bogart kisses her in the moonlight. Look what happens to him. I thought it was common knowledge about you and Sabrina. Audrey Hepburn, Pierre Lescure, l'une de vos actrices préférées qui fait craquer Humphrey Bogart dans ce film Sabrina de Billy Wilder. La vie en rose chantait alors Audrey Hepburn. En quelle couleur voyez-vous la vie en ce moment, Pierre Lescure ? En bleu comme le ciel, en bleu comme la mer au large de la Croisette. Non, la vie est belle. La couleur est belle. Pourquoi Audrey Hepburn vous a-t-elle autant marqué dans votre vie ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la grâce et c'est absolu à ce point-là. Aujourd'hui encore, il est tellement évident quand on veut évoquer un personnage féminin qui exprime toute la grâce absolue de la féminité et des êtres. Pour moi, c'est Audrey Hepburn, et même pour les jeunes générations. Et imaginez le gamin, moi je dois avoir 16 ans de moins qu'elle, pour le gamin le premier film que j'ai vu, avant Vacances romaines, qui était son premier film à succès, et qui lui vaut l'Oscar, j'ai vu Sabrina, ça me fait plaisir que vous le passiez. C'est magique. Le noir et blanc, cette histoire au cordeau, le jeu insensé de Bogart, et la beauté de la relation entre les deux, qui est précise, qui n'est pas ambiguë, qui est une histoire d'un homme et d'une femme, mais c'est beau. Et puis, le style dément, la façon de porter les mocassins, le pantalon, les cheveux courts. Regardez, et puis elle nous chante Piaf. Et elle chante et puis c'est une Européenne qui triomphe. Enfin bref. Née à Bruxelles et morte en Suisse. Oui. Hein, mais c'est une merveille, cette femme. Et une merveille de personnes, de human being, comme dirait Bogart. C'est elle, en quelque sorte, qui, entre autres, qui a allumé chez vous la passion du cinéma ? Oui, parce que quand vous voyez les films qui sont éternels, comme aussi bien les Vacances romaines, qui est une magnifique comédie avec Gregory Peck et de William Wyler, si je me souviens bien, et puis Sabrina, et puis ensuite vous allez retrouver Charade, vous allez retrouver Breakfast at Tiffany's, mais aussi des grandes productions comme Guerre et Paix, qui est vraiment la version King Vidor hollywoodienne du bouquin de Tolstoï, qui est un des bouquins fondateurs pour le gamin que j'étais. Et en même temps, c'est bien, parce que ce casting est fou. Pour qui n'a pas vu Guerre et Paix, même aujourd'hui, allez sur une plateforme, voyez-le. Vous avez Vittorio Gassman, vous avez Mae Brett qui épousera plus tard Sammy Davis, et puis vous avez Henry Fonda, vous avez Mel Ferrer, les batailles napoléoniennes, les défaites napoléoniennes. Putain, c'est extraordinaire. Bon, vous sent encore passionné, Pierre Lescure. Votre passion, en tout cas du cinéma, vous a amené à la présidence du Festival de Cannes. Entre autres, nous allons évoquer cette 75e édition. Avant cela, retour sur votre riche carrière. C'est le focus d'International. Il est signé Oumi Diallo et Rodolphe Clémendo.
difficile de ne pas avoir le tournis face à votre parcours, Pierre Lescure. Journaliste, patron de presse, homme d'affaires, président du Festival de Cannes, itinéraire d'un passionné. La touche Lescure, je pense que c'est la curiosité et le désir. Né en 1945, vous grandissez dans une famille communiste de Choisy-le-Roi. Engagé mais pas sectaire selon vos mots. La musique y est omniprésente et avec elle, tout devient possible. Pour la première fois de ma vie, je peux choisir sur le plan de la culture, ça s'appelle pas encore comme ça s'appelle de la musique, je peux choisir une autre chanson que celle de mes parents. Je rentre à la maison et avec mon argent de poche de la semaine, j'ai un 45 tours. Je me le pose, c'est moi qui me le pose, c'est moi qui mets l'aiguille. Et vous vous rendez compte, la révolution, ça veut dire, c'est le début de la liberté. Après la guerre, la liberté a le visage de l'Amérique. Rockers, pin-ups et actrices, ces nouvelles idoles deviennent les vôtres. Dans les années 60, désormais jeune journaliste, comme votre père, François Lescure, rédacteur en chef du journal L'Humanité, vous imposez votre style, inspiré des médias anglo-saxons. Je vais vous montrer aujourd'hui un objet. C'est long, ça ressemble à un obus. Le secret, une culture exigeante mais accessible, mêlant information et divertissement. À la radio et à la télévision, vous façonnez une pop culture à la française grâce à des émissions comme Les Enfants du Rock. Le rock, ça ne se lit pas simplement dans une posture ou dans une mise. C'est aussi une manière de juger les choses, une manière d'aborder les gens, qu'ils soient artistes confirmés ou artistes débutants. En 1984, la gauche est au pouvoir et cela peut apparaître comme un paradoxe. La première chaîne payante voit le jour. À 38 ans, vous devenez directeur des programmes de la 4e chaîne où vous avez carte blanche. Les nuls, nulle part ailleurs, les guignols, Canal+ devient un laboratoire de création et construit culturellement toute une génération. À l'humour et l'impertinence s'ajoutent le foot, le cinéma et le porno. On avait une obligation, il fallait que cette chaîne soit suffisamment bandante, désirable, étonnante, pour que des gens acceptent de payer. 10 ans après votre arrivée, vous êtes propulsé PDG de Canal+. Si vous confiez préférer la place de numéro 2, ce poste vous ouvre les portes d'Hollywood. En 2000, Vivendi, propriétaire de Canal, fusionne avec Universal et vous prenez la tête du studio, usine à rêve de votre enfance. Mais le rêve américain tourne court et vous êtes limogé 2 ans plus tard. Ils ont viré le saltimbanque, déclarez-vous. Même quand on est dans la merde, quand on a des difficultés, quand rien ne tourne, il faut faire une pirouette et repartir de plus belle. De retour à la télévision sur France 5, en 2003, vous animez une émission consacrée au cinéma, puis devenez l'un des chroniqueurs de l'émission C'est à vous en 2014. Cette même année, vous prenez la tête du Festival de Cannes, toujours à l'affût des nouveautés, au service de la création, avec un regard sans cesse renouvelé et une passion intacte. Une passion intacte, Pierre Lescure. Pourquoi est-elle aussi vivante, votre passion pour le cinéma? Et pour vous connaître un petit peu, on a travaillé ensemble pendant quelques années. Ce n'est pas simplement le cinéma qui vous anime et qui vous passionne. Vous savez, c'est bête comme chou, mais je le souhaite à toutes et tous, jeunes et pas encore adultes. Moi, je suis né dans une famille extrêmement curieuse. Presque tous les hommes étaient dans les chemins de fer, les femmes étaient dans l'enseignement. Mon père était rédacteur en chef de l'UMA et ma mère travaillait pour un journal de la CGT. Tout le monde allait au cinéma, tout le monde bouquinait, tout le monde lisait les journaux et tout le monde allait au théâtre. Et tout le monde écoutait de la musique. Donc à partir de là, ça fait partie de ta vie, tu peux plus le quitter. Et ça restera, tant que je serai en bonne santé et pas ni sourd ni aveugle, je continuerai à avoir envie de voir, de lire les journaux. Tous les matins, on me livre les journaux. Et ma fille comprend pas parce que j'ai tout sur l'iPad, mais je continue à lire les journaux. Et alors tout à l'heure, on parlait d'Audrey Hepburn. Et quels sont les comédiens, les comédiennes qui aujourd'hui entretiennent cette flamme du cinéma chez vous? Je pense qu'il y a moins de stars. Donc elles sont nombreuses et nombreux. C'est pas que je veux pas citer de nom, mais hier soir, par exemple, je discutais avec Louis Garrel. Ce jeune homme a en lui, comme metteur en scène, mais comme comédien aussi et comme scénariste, énormément de générations passées, depuis son père jusqu'à Bogart, si j'ose dire. Quand vous voyez dans sa comédie des gens comme Noémie Merlan, qui nous a déjà donné toute une partie de ses multiples talents et qu'en même temps elle est dans la comédie, c'est une merveille. Mais aujourd'hui, il y a moins de stars au sens où
où Edgar Morin, je me souviens qu'on en avait parlé un jour sur un plateau avec toi, la distance, il n'y a plus de distance. Donc il y a tout le monde a sa chance pour être remarqué par son talent, pour son talent. Le 75e Festival de Cannes prend fin donc ce samedi soir. Le palmarès va être annoncé par Vincent Lindon, le président du jury. C'est un festival particulièrement riche, avec 21 films en compétition, des avant-premières, des films hors compétition. Quels sont les films, Pierre Lescure, qui vous ont le plus marqué depuis le début de ce festival ? Je réponds juste brièvement parce que j'ai pas le droit. Mais c'est sûr que le film de Sloan, qui avait déjà eu la palme avec The Square, est un film tellement décoiffant, tellement détergent, qu'il m'a frappé, qu'il m'a enthousiasmé. Je suis sorti avec une pêche, avec l'envie plus que jamais de donner mon avis sur ce qui se passe, et puis d'autres comme ça. Oui, puis c'est un film qui brosse bien les travers de notre époque, comme son précédent film. Exactement. Ah oui, il prend les problèmes à bras-le-corps, il nous met devant, il nous secoue comme des pruniers, nous et quelques autres. On n'est pas influenceurs, mais on a aussi nos défauts. Donc, voilà. On va parler des influenceurs dans quelques instants. C'est Ruben Östlund dont vous parlez, le réalisateur suédois. Certaines éditions du festival ont été agitées, d'autres perturbées. C'était le cas notamment il y a 2 ans à cause de la pandémie. D'autres encore ont été électriques, surprenantes, enthousiasmantes. Comment qualifiez-vous cette 75e édition ? Avant tout, la richesse et qui rend optimiste. J'ai pas un seul mot, mais la richesse. La richesse parce que, vous l'avez dit, il y a la compétition, au certain regard, beaucoup de films de femmes, beaucoup de films de premier et de deuxième film. Dans les sections parallèles, quand vous regardez la programmation de la semaine et de la quinzaine, c'est incroyable. Thierry Frémaux n'avait jamais reçu autant de films se proposant à la sélection, plus de 2200. Donc c'est un motif d'espoir et c'est un motif réjouissant puisque ça veut dire que la création a été partout, est partout et a été partout pendant la pandémie. Alors vous ne pouvez pas parler des films qui sont en compétition, on l'a bien compris. En revanche, les films qui sont hors compétition, oui, vous pouvez en dire un mot. Et il y en a eu, et des films événements. Top Gun, Maverick, le retour de Tom Cruise sur la croisette notamment. Tiens, on parlait de stars qui n'avaient plus la distance. Lui, il a la distance. Il est rare. Quand il vient, il fait le boulot, comme on dit couramment. Mais le film est à la mesure de l'attente des millions et des millions de gens à travers le monde qui avaient envie de voir Top Gun et qui n'ont pas été déçus. On avait rendez-vous avec le spectacle. C'était génial. Et ça reste important pour le Festival de Cannes d'avoir justement Top Gun, d'avoir Elvis, d'avoir ces grandes premières internationales. Évidemment, quand on nous dit oui, est-ce que les Américains vont revenir ? Mais ils sont là, mon gars. Il y a 3 ans, il y avait Quentin Tarantino, Brad Pitt et DiCaprio, et un film hollywoodien magnifique. Là, c'est un film hollywoodien absolument tout public, où tout gamin, ou toute personne encore un peu gamine est vachement heureux de voir le Top Gun. C'est important à avoir. Il faut avoir toute la palette. Et puis dans les salles sont pleines. Et puis on le voit aussi sur la croisette, il y a beaucoup de monde cette année. Il y a beaucoup de monde. Pour vous donner une référence, on a retrouvé les chiffres de 2019, qui était notre plus grosse année en termes de festivaliers. Il y a un peu moins de monde, mais quand même remarquablement plus que ce qu'on avait imaginé au marché. Mais il y a une partie du marché maintenant, et ça bougera moins, qui est virtuelle. Mais ça, c'est autant écologique qu'économique. Parmi les temps forts aussi de ce 75e Festival de Cannes, il y a eu un collectif, les Colleuses, à qui un documentaire a été consacré, Riposte féministe, et certaines des femmes qu'on voit dans le documentaire ont déployé une banderole sur les marches du Palais des Festivals avec le nom de 129 femmes tuées par leurs compagnons et ex-compagnons depuis le dernier festival qui a eu lieu en juillet dernier. Quelle place l'actualité occupe-t-elle dans le festival ? Et puis on va parler de la guerre en Ukraine aussi après, qui est... Elle est partout. Et pas seulement parce que je suis né journaliste et que je le resterai jusqu'au bout. Thierry Frémaux, toute son équipe, l'actualité, elle est partout. Elle est dans le cinéma. Regardez le nombre de films qui évoquent l'actualité, qui évoquent la politique, qui évoquent la vie du monde. Même un film très intimiste comme le James Gray, qui parle de son enfance. Armageddon Time. Armageddon Time. On est dans le Queens, dans les années 80. Jimmy Carter est en train de rater la fin de sa présidence, et les ultralibéraux de Reagan arrivent. C'est là. Donc forcément, ça résonne avec aujourd'hui, la mondialisation, ses problèmes et ses rudesses. Donc l'actualité, elle est partout, a fortiori
quand c'est un drame absolu, comme les féminicides, qu'on est encore loin d'avoir pris à bras-le-corps en France. Et a fortiori quand il s'agit d'une guerre en Europe, la guerre en Ukraine, après l'invasion d'une partie du pays par l'armée russe. Ça, c'était l'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture. L'intervention en direct du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous avons besoin d'un nouveau Chaplin qui prouvera, une fois de plus, que le cinéma n'est pas muet. Des gens meurent tous les jours, ils ne vont pas se relever après le clap de fin. Mais qu'est-ce qu'on en dit maintenant ? Le cinéma va-t-il se taire ou va-t-il en parler ? S'il y a un dictateur, s'il y a une guerre pour la liberté, là encore, tout dépend de notre unité. Alors, le cinéma peut-il rester en dehors de cette unité ? Pourquoi le président d'un pays s'adresse-t-il ainsi aux festivaliers, au Festival de Cannes ? En quoi est-ce important, utile et pertinent, Pierre Lescure ? Je pense que c'est important, utile et pertinent, Antoine. Cet homme, on connaît son histoire. Il vient de l'entertainment. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y a même eu Reagan à l'autre bout de l'échiquier politique, même si je ne connais pas le fond de la philosophie politique de départ de Zelensky. Mais la guerre, elle est à 2 heures de vol. La guerre, elle est en Europe. Quand je pense qu'avec la chute du mur de Berlin, on a entendu certains dire c'est la fin de l'histoire. Et te revient en pleine gueule l'histoire en question. Donc la guerre est là. On ne sait pas encore. On voit bien que tout ce qui bouge autour des abominations de la guerre, il y a en même temps un truc qui bouge en Europe. Et je suis sûr que Poutine et son orchestre doivent être bousculés par ce qui se passe en Suède, en Finlande. Tout est en train de bouger. L'histoire n'a jamais été aussi profondément changeante, en Europe en particulier et dans le monde entier, que depuis 5 ans. Donc forcément que Zelensky, avec cette intelligence, avec ce langage clair qui parle à tout le monde, il parle comme vous et moi, il n'occulte rien de ce que vivent ses concitoyens, mais il nous parle à travers le cinéma de la politique. C'est un hommage phénoménal au cinéma, à sa force vive, à sa force culturelle et politique, et qu'il le fasse au Festival de Cannes, j'en suis fier comme un enfant. Et en plus, on a bien vu que dès le début de la guerre, tout s'est déplacé. Beaucoup de choses se sont déplacées sur le terrain culturel, avec les appels au boycott, avec la bataille entre notamment des cinéastes ukrainiens et des cinéastes russes. Donc ça a été vraiment très très fort dès le début, ce déplacement du conflit sur le terrain culturel, sur cette guerre culturelle. Moi, je pense en plus, Guillaume, que c'est un des bons aspects de la mondialisation. Instantanément, tous les acteurs de la vie et donc de la vie culturelle sont capables d'intervenir maintenant, quoi qu'il advienne à l'autre bout du monde, a fortiori à 2 heures de vol. Et ça ressonne, dis donc. Oui, le suquet encore fait sonner ses cloches. Est-ce que vous comprenez, Pierre Lescure, la colère qu'on a entendue de représentants d'artistes ukrainiens quand un cinéaste russe, Kirill Serebrennikov, est venu présenter son film Sur la croisette. Kirill Serebrennikov, qui pourtant est un opposant à Vladimir Poutine. Il vit en exil à Berlin. Malgré tout, les Ukrainiens ont dit, certains Ukrainiens, non, on ne veut pas de Russes, aucun Russe. Je conçois quand on est bouleversé, heurté, blessé, meurtri par la guerre, je comprends qu'on ait ce type de réaction. Moi, à titre personnel et en tant que président du Festival de Cannes, je ne l'accepte pas, ou en tout cas, je ne la fais pas mienne, cette colère. Serebrennikov n'est pas n'importe quel cinéaste, vous l'avez dit. Lors de ses 2 dernières sélections, il avait été bloqué, interdit de sortie, il était assigné à résidence et il y avait des messages, la salle se levait à chaque fois, les 2 fois où il était sélectionné, la salle se levait pour lui envoyer un message d'espoir et de courage. Aujourd'hui, il a décidé de quitter l'Union soviétique, la Russie, parce qu'il n'accepte plus ce que son pays fait et commet et la manière dont il évolue sous Poutine. Il est maintenant à Berlin. C'est par la qualité de son film qu'il a été sélectionné. Mais il y a aussi des Ukrainiens qui sont là.
c'est notre vision de la chose. Je voudrais avoir votre avis, Pierre Lescure, on va quitter un tout petit peu Cannes, mais toujours sur cette question du traitement réservé aux artistes russes. Certains ont été écartés, comme Valéry Gergiev, le chef d'orchestre, parce qu'ils apportaient leur soutien à Poutine, clairement. D'autres l'ont été, au moins au début du conflit, comme Anna Netrebko, parce qu'elle était russe, simplement russe, et on a demandé aux artistes russes de prendre position. Est-ce qu'on doit demander aux artistes de prendre position dans un conflit comme celui-ci ? Écoutez, j'ai deux réactions. La première, une précision et une réaction. La précision, c'est que nous, on a, et ça a été quelquefois dur, lorsqu'au téléphone, on avait des journalistes, des critiques russes, dont on sait à peu près l'opinion indépendante, mais la contrainte, car ils appartiennent à un journal qui est financé par un proche, voire encore plus proche de Poutine. Ceux-là, on ne les a pas invités. Ils nous disaient, mais pas moi, avec tout ce que j'ai fait, avec ma relation au cinéma à Cannes. Si, on les a empêchés cette année. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de vous dire que par rapport à l'histoire de notre pays, qui a connu la guerre et l'occupation, on n'a pas de leçon à donner sur la manière de se tenir dans un conflit. Il y a ceux qui ont la capacité, le courage et la liberté d'action de prendre position. Il y a ceux qui préfèrent collaborer, c'est leur problème. Et puis il y a ceux qui sont tenus de se taire, et je ne leur jetterai jamais la pierre. Et on voit bien que cette année encore, le festival sert de tribune très politique. On l'a vu avec les cinéastes ukrainiens comme Sergueï Glosnitsa, qui prennent vraiment des positions très claires et qui profitent du festival de Cannes pour faire entendre leur voix. Absolument, Guillaume. Revenons sur la croisette, Pierre, pour parler de jeunes pousses. On va changer de sujet. Des jeunes pousses qu'on n'avait jamais autant vues sur la croisette, autour du festival, les influenceurs. Je vais prendre un exemple, vous allez voir quelques images. Exemple avec l'un des plus connus, le Sénégalais Kaby Lamé, 140 millions d'abonnés sur TikTok. Il est aussi sur Instagram et d'autres réseaux. Oui, plus que n'importe qui ici sur ce plateau. Il a monté les marches, on le voit ici la semaine dernière. Il a tourné quelques vidéos également sur la croisette et dans les couloirs de son hôtel. Il y a d'autres exemples avec une franco-guinéenne, Fatou Guinéa, et le franco-algérien Just Riyad. Et il y en a bien d'autres, des Indiens, notamment des Américains, qui veulent aussi faire du cinéma. Qu'est-ce que vous vous dites en les regardant, Pierre Lescure ? Je me dis que c'est le très très bon côté des influenceurs. Je déteste ce mot. J'adore ce que disait un jour Michel Denisot, les influenceurs n'influencent que les influençables. Et le mot influençable n'est pas un mot très Michel Denisot, ancien dirigeant de Canal+, comme vous. Oui. Et ce n'est pas un mot très gratifiant. Mais là, c'est le bon côté. Les réseaux, c'est comme toujours. Les réseaux sont habités par plein de gens. On parle surtout des influenceuses et des influenceurs qui se refont les sourcils ou les lèvres. Ceux-là, on n'en a rien à foutre ici. Mais en revanche, tous les autres, et tant mieux s'ils viennent à travers TikTok ou toute autre plateforme ou réseau, ceux-là aiment le cinéma, ils sont les bienvenus. Est-ce que ça concourt aussi à reglamouriser aussi un peu le cinéma, à faire réémerger d'autres stars et faire venir un autre public plus jeune ? En tout cas, ça montre à tout le public jeune, avec ses méthodes et ses manières et ses réseaux, c'est le cas de le dire, ça leur montre qu'ils sont chez eux aussi. Le Festival de Cannes s'est associé, vous y faisiez référence il y a quelques instants, Pierre, avec TikTok cette année. Il y avait une compétition pour des films courts créés sur ce réseau social. Il y avait un jury également avec Kaby Lamé, dont on vient de parler, présidé aussi par le réalisateur franco-cambodgien Ritipan, on va y revenir. Ce genre de partenariat, c'est indispensable aujourd'hui, ce genre de compétition aujourd'hui, c'est indispensable. Je pense que les courts-métrages en particulier, et là sur une plateforme qui respire la jeunesse et qui est habitée très majoritairement par la jeunesse, bien sûr que les courts-métrages c'est essentiel. Comme chez nous, la Ciné Fondation, qui est maintenant plus que jamais intégrée au cœur du fonctionnement du festival. Comme il est important pour nous depuis 3-4 ans, et singulièrement cette année, d'avoir doublé le nombre de jeunes qui sont invités dans le cadre d'une opération qui s'appelle 3 jours à Cannes. Il y a 6000 jeunes qui ont eu la capacité cette année encore de venir à Cannes et de voir des films tout bêtement. Je le disais, Ritipan, président du jury de ce festival des courts-métrages, des courts-films de TikTok, il a démissionné parce qu'il refusait des pressions qu'aurait exercé TikTok sur les délibérations du jury. Il s'est ravisé et finalement tout est rentré dans l'ordre. Non, c'est pas qu'il s'est ravisé, c'est qu'il a obtenu satisfaction, tout simplement. Le réseau. Mais vous avez dû intervenir, Pierre? Non, on n'a pas eu à intervenir. Je crois que ça s'est réglé entre gens de TikTok, comme quoi il y avait des gens intelligents et d'autres qui n'avaient pas encore une bonne vision des choses. Quelqu'un a voulu
l'influençait. Ritipan a eu raison de dire « allez vous faire voir », et puis TikTok a eu raison de dire « tiens, quelqu'un s'est gouré ». Ils sont revenus à la bonne marche. Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous, en tant que président du Festival de Cannes, vous n'avez pas d'avis à proprement parler à donner, parce que vous risqueriez d'influencer l'avis du jury, ou en tout cas les délibérations du jury. Pourtant, dans l'histoire du Festival de Cannes, il y a eu des pressions, mais ça, c'est un principe intangible du festival, l'indépendance totale du jury. C'est même une règle. De quelque pouvoir que ce soit, d'ailleurs, producteur, réalisateur. D'abord, la composition du jury, qui est à parité avec un président masculin cette année, un président homme, mais la qualité des gens, leur personnalité, et singulièrement cette année, il y a 8 personnes à qui vous ne ferez pas entendre raison, qui sont là pour défendre des points de vue, des élans, des choix. Mais s'il y avait la moindre pression, mais c'est vous savez, dans la vie, c'est comme pour vous, pour nous trois et pour une institution, la crédibilité, c'est la clé. Donc, il n'y a même pas à s'approcher de quoi que ce soit. Nous, avec Thierry, ce samedi, c'est un des moments que je regretterai le plus, c'est un des moments, je remercie d'avoir pu vivre ça dans ma vie, c'est le moment de la délibération. Nous sommes, Thierry et moi, des témoins muets. On rappelle juste de temps en temps l'heure, parce qu'il faut pouvoir prévenir à temps les équipes qui vont revenir. Ouais. Et puis, de temps en temps, on nous interroge en nous disant, est-ce qu'on pourrait mettre 2 ex-aequo là, bien que ça ne se fasse pas, etc. On répond oui, on répond non. Le reste, on écoute. C'est quelque chose qui va évidemment vous manquer, ce petit moment-là. Ah oui, parce que ce moment-là, voir 8 cinéastes, comédiens, comédiennes, et quelquefois musiciens, je pense à Alexandre Desplat ou Gabriel Yared, qui avait été partie récemment des jurys que j'ai accompagnés, c'est un moment d'une intelligence qui d'un seul coup, enfin vous imaginez Guillaume, vous aimeriez être là, hein, mais oui. C'est passionnant. C'est dingo la discussion, et j'ai vu des évolutions au cours d'une même matinée de samedi, des évolutions de majorité, de tendance qui vous savez, c'est Ethan Cohen qui disait en 2015, quand il est venu avec son frère Joël pour présider en jumeau ou en frangin le jury. À la conférence de presse, il y avait des questions, mais pourquoi ci, pourquoi ça dans votre palmarès? Il avait dit, mais prenez la même sélection et 2 jurys, vous aurez 2 palmarès différents. On a parlé des réseaux, je voudrais qu'on dise un mot aussi des plateformes. C'est pas la première année qu'on en parle sur la Croisette. Cette année, cela dit, le festival a flirté quand même avec ces plateformes, avec HBO+, notamment. C'est elle qui produit Irma Vep, une série d'Olivier Assayas, qui est quelque sorte bien, hein. dérivée du film qu'il avait réalisé il y a quelques années. Une série au Festival de Cannes, produite par une plateforme. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi le Festival de Cannes ne s'est pas encore ouvert aux grandes plateformes Netflix, Disney+. Il y a 2 choses dans votre question, Antoine, mais vous le savez bien. Là, vous parlez d'une série, le festival De Carlos, là encore, du même réalisateur, avait montré cet intérêt lorsqu'un cinéaste change de format, si j'ose dire, et a envie de se tourner vers une série. Pourquoi ne pas le montrer? On l'a fait aussi avec Jane Campion, etc. Et Marco Bellocchio. Cette année, ouais. Avec Le Traître. Donc vraiment, on aime faire ça. Et puis après, il y a l'aspect des films de cinéastes uniquement projetés sur une plateforme. Je pense que cette année, on a, sinon flirté, en tout cas, on a encore avancé dans le débat. Le conseil d'administration de Cannes, puisque je m'en vais, je peux le dire, moi j'étais pour qu'on accueille quelques films de manière conditionnelle. Je ne sais pas si on aurait obtenu ces conditions de la part des plateformes, mais moi j'étais partisan, et Thierry avec moi, qu'il y ait 2-3 films de cinéastes, à l'évidence, faits pour des plateformes qui soient sélectionnés à la condition que s'ils obtenaient des prix, évidemment, il y aurait une sortie en salle, quelle que soit la durée de l'exploitation. Pas 3 jours, mais en tout cas une durée raisonnable d'exploitation en salle. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que le Conseil, à cette heure, ne l'a pas souhaité. Une majorité s'y est opposée. Les exploitants de salles, notamment, qui... Forcément, ils faisaient partie de cette majorité-là, mais on peut comprendre leurs raisons. Je pense qu'elles ne tiennent pas dès lors qu'on obtiendrait d'autres conditions. Mais c'est parce que je fais confiance au cinéma et à la séduction qu'il continuera d'avoir aujourd'hui et demain, que je pense que ce festival se doit d'ouvrir la porte.
Avant de revenir sur les 8 festivals que vous avez présidés, Pierre Lescure, encore un mot sur la jeunesse. On l'a vu, elle s'exprime par les réseaux sociaux, mais elle ne s'exprime pas seulement via ces réseaux, elle passe aussi par les séries, et aussi parfois par le cinéma, quel que soit le continent d'ailleurs, Europe, Amérique, Asie, en Afrique ou Afrique. Exemple au Sénégal, où l'un des membres du jury, cette année, le réalisateur Lajli, a ouvert une école gratuite via son association Courtrajmé. C'était en début d'année, elle se trouve à Dakar, 5 mois de formation pour apprendre les métiers du cinéma. C'est une première importante, selon le cinéaste que TV5 Monde avait alors rencontré. Il y a très peu d'écoles de cinéma, il y a très peu de centres de formation. Quand il y en a, elles sont difficiles d'accès, elles sont assez chères. Il faut un certain niveau d'études. Et nous, justement, avec l'école Courtrajmé, on a envie de casser les codes et proposer des formations gratuites, ouvertes à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Et on sait qu'en Afrique, il y a un potentiel énorme, il y a une jeunesse qui est incroyable, qui a envie de s'exprimer, de raconter leurs propres histoires. Et nous, on va mettre le paquet, justement, pour que cette jeunesse puisse s'exprimer. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Pierre Lescure, alors qu'il y a très peu de films africains cette année à Cannes, en tout cas cette aucun année, il y en avait peu. Mais évidemment, c'est une initiative, mais c'est bien dans l'esprit de Lajli. C'est vachement bien que ça existe et vous allez voir que ça va donner d'autres idées. Il y a eu, vous pouvez aller consulter l'ensemble des dialogues qu'il y a eu dans le cadre d'un colloque organisé par l'UNESCO qui vient de sortir toute une étude sur l'état de santé et de la dynamique des cinémas africains. On est encore loin du compte, mais il y a des pays comme le Sénégal, mais pas que, qui ont... il y en a aussi beaucoup en Afrique du Sud. Il y a tout un mouvement de jeunes cinéastes, femmes et hommes, qui se lancent et qu'il faut accompagner. Allez sur le site du festival ou sur le site de l'UNESCO, vous verrez un certain nombre de données et surtout un certain nombre d'interventions et d'initiatives qui sont prises. Je pense que dans les années qui viennent, c'est un des continents qui va être le plus riche. Et Lajli, une fois de plus, aura été précurseur. Pour remettre les choses un peu dans le contexte, une seule palme d'or depuis 1945, depuis la création du festival attribué à un film africain. C'était en 1975, avec Chronique des années de Brest de Mohamed Lagdar Amina, un film algérien. Puisqu'on parle de l'Algérie, le cinéma arabe, en revanche, est très présent cette année. Ça fait plusieurs années qu'on en entend beaucoup parler, qu'on le voit aussi sur la croisette. Comment expliquez-vous qu'il soit aussi vivace, ce cinéma maghrébin et moyen-oriental ? Parce que je pense que ce cinéma maghrébin et moyen-oriental a eu une poussée de fièvre créatrice au moment du printemps. On sait ce que le printemps n'a pas forcément amené l'été et beaucoup de choses qu'on espérait, mais le cinéma, lui, l'envie de cinéma est restée et c'est cette génération qu'on voit en ce moment fleurir et j'espère qu'elle va continuer. Avec Nabil Ayouch, notamment, le cinéaste marocain. Il s'agit de votre dernier festival en tant que président, Pierre Lescure, on l'a dit. Vous disiez, avant qu'il ne commence... Vous avez une information à nous donner. Vous disiez, avant qu'il ne commence, qu'il fallait que vous en profitiez. Est-ce que vous en avez profité ? Bah oui, j'en ai profité, puisqu'en plus, on approche de la fin, mais je trouve qu'il n'y a pas un ver dans le fruit, il n'y a pas un cheveu dans le potage, et que par rapport aux objectifs, aux devoirs et aux espoirs de ce festival et de ceux qui l'animent, on a à peu près une quasi-perfection. Après... Les films appartiennent à la fois au jury et demain au public, et pour certains d'entre eux, d'ores et déjà. Donc je suis heureux, j'en ai profité parce qu'il y a des choses dont je suis vachement fier, mais très différentes. On a évoqué la cérémonie d'ouverture et toutes ses composantes, sans oublier Forest Whitaker par exemple, mais aussi cette espèce de calme qui a accompagné Vincent Delerme quand il nous a fait tous chanter, ce qui est assez rare dans une salle d'ouverture. A fortiori du Festival de Cannes. Mais je suis vachement fier que le film d'ouverture ait été celui d'Azanavicius, qui est un pari sur l'intelligence des spectateurs, qui s'appelle Coupé, qui est à la fois un pied de nez et un hymne au cinéma et au travail d'équipe. Je suis vachement fier et heureux que le film de la soirée du 75e ait été celui de Louis Garrel, qui est une autre comédie intelligente et élégante. Justement, vous parlez de l'équipe de la soirée du 75e anniversaire. Vous avez reçu une ovation lors de cette soirée du 75e anniversaire. Voilà, vous répondez avant même que je pose la question. Qu'est-ce que cela dit de votre travail, Pierre Lescure, mais aussi celui de votre équipe ? Alors, l'équipe,
elle était là avant moi, elle n'a fait que se compléter, se développer. Et le travail de Frémaux et de Christian Jeune, son bras droit à la sélection, de toutes les femmes et les hommes, à parité. Il y a même plus de femmes que d'hommes maintenant dans les comités de sélection. Tout ce boulot, il est là. Puis le boulot d'organisation, c'est quand même... on a eu quelques bugs d'informatique au tout début. Guillaume, vous avez un peu ramé pour avoir des places les premiers jours. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Maintenant, pour les journalistes et pour le protocole, c'est réglé. Mais pour d'autres festivaliers, l'informatique reste lente. On va tirer les leçons techniques de tout ça. Mais sinon, ce que ça dit de moi, c'est peut-être pas à moi de le dire, c'est peut-être que j'aurais montré au cours de ces 8 années, et puis d'une manière générale par rapport à ce que j'ai pu faire, que vous avez joliment et gentiment, amicalement rappelé tout à l'heure, que je suis resté assez curieux et j'espère assez généreux. Vous nous disiez tout à l'heure que quelques moments allaient vous manquer, notamment ces délibérations du jury dans les heures qui précèdent la cérémonie de clôture. Juste avant l'émission tout à l'heure, vous regardiez votre smartphone parce que vous recevez des dizaines et des dizaines de messages. Vous en recevez aussi dans les jours qui précèdent l'ouverture du festival. C'est ce que des journalistes ont pu remarquer encore cette année. Est-ce que tout ça va vous manquer, justement, cette demande, ces demandes incessantes? Sincèrement, j'en rajoute pas. La seule chose qui pourrait me manquer, c'est si le fait de quitter ce poste devait me débrancher de tout ce que j'aime dans la vie. C'est pas arrivé après que j'ai été viré de Canal, c'est pas arrivé après que j'ai quitté les Enfants du Rock. Enfin bref, tout au long de ma vie, je suis resté... Je pense que c'est une question de nature. Quand je vois le regard rieur de Guillaume ou votre joli visage souriant, mon gars, tant qu'on reste branché sur la curiosité et le désir, c'est Chaplin qui le disait, comme dirait Zelensky. La vie, c'est le désir. Tant que vous conservez le désir, rien ne vous manque et tout vous manque. Et vous avez coutume de dire que vous ne savez pas vous arrêter, donc je suppose que vous n'allez pas vous arrêter parce que cette présidence s'arrête. Non, je ne vais pas m'arrêter à faire de la télé, je ne vais pas m'arrêter de lire les journaux, d'aller au cinéma. Et puis j'ai 2-3 idées. Vous savez, pendant 5 ans, j'ai dirigé artistiquement et d'une manière générale le théâtre Marigny. Ça a été un plaisir énorme. J'ai toujours aimé le théâtre, même dans mes années Canal. J'y allais 3 fois par mois et je continue d'y aller. Et c'est plus que la moyenne nationale. Je vais peut-être reprendre un théâtre et ça m'excite déjà. Avant de regarder devant et de continuer à parler de l'avenir avec vous, Pierre Lescure, je voudrais qu'on jette un œil aux années qui viennent de passer, une petite séquence souvenir pour vous. J'ai quelques affiches de films à vous montrer. Je vous propose de vous tourner peut-être vers l'écran qui est derrière vous. Elle est belle, celle de cette année. Elle est magnifique, celle de cette année. C'est tiré de Truman Show. Hein. Ouais. Je voudrais que vous me disiez ce que ces films représentent pour vous. Le premier, on va en voir l'affiche dans quelques instants, c'est La loi du marché de Stéphane Brisé, film en compétition en 2015. C'était pour votre premier festival en tant que président. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce film? Il représente quelque chose de socialement aussi fort que les films de Ken Loach. Et c'est un film en même temps magnifiquement français. Stéphane Brisé poursuit une cinématographie sociale et politique qui est pleine, qui est riche, qui est critique et qui est en même temps très cinématographique. Donc ça me plaît. Avec Vincent. D'accord ? Tout à fait. Avec Vincent Lindon, qui avait reçu à cette occasion le prix d'interprétation masculine et qui était particulièrement ému, d'après ce que vous avez raconté, vous qui étiez dans la salle à ce moment-là. Il était ému parce qu'en fait, Thierry, habilement, il avait raison, après la délibération, avait appelé Stéphane Brisé en lui disant « Stéphane, il faut que vous reveniez. Si vous pouvez venir avec Vincent, c'est bien, etc. » Donc, quand Vincent arrive, il ne sait pas ce que le film va avoir. Il pense que le film aura quelque chose, évidemment, mais il ne sait pas. Et c'est vrai que c'était le premier prix qu'il recevait, pas n'importe lequel, pour ce film-là. Il est remarquable, il est extraordinaire dans ce film. Et le film est remarquable. Deuxième affiche, on va la voir. Le Grand Bain de Gilles Lelouch, présenté en 2018, hors compétition. Là encore, les initiatives de Thierry Frémaux pour proposer des films de gens qui arrivent à la réalisation, comme Gilles Lelouch. C'était sa première vraie réalisation, même s'il avait participé à quelques films collectifs. Et là, de présenter ce film hors compétition, un film choral, je trouve que, d'abord, qui est une très grande réussite à mes yeux,
visiblement, j'ai pas été le seul. Pour un jeune réalisateur, s'attaquer à un film choral et le réussir à ce point, diriger autant de ses collègues comédiens, c'était une sacrée performance. Et le film a eu un accueil d'une chaleur extraordinaire. Et moi, j'étais ému. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu que les films sont toujours applaudis en séance de gala, en présentation. Mais là, ça a duré, ça a été relancé. J'ai vu Gilles qui éclatait en sanglots et j'en suis encore ému. Troisième film qui a marqué ce festival et qui marque l'histoire du cinéma, Parasite, du sud-coréen Bong Joon-ho, Palme d'Or en 2019. Et puis il a eu une carrière internationale absolument fantastique en remportant notamment 4 Oscars. C'est sans doute un des plus beaux symboles de la force du festival et de la relation unique du Festival de Cannes avec les cinématographies du monde. Que Bong Joon-ho, avec Parasite, qui est un film qui est radical et en même temps un magnifique film de cinéma, gagne à Cannes, gagne au César, gagne aux Oscars, ça montre le rôle essentiel du Festival de Cannes et le fait que le Festival de Cannes, malgré son glamour, malgré tout ce qu'on peut raconter, reste ouvert à la radicalité et au talent unique. Bong Joon-ho, et en plus, quelle personne, Bong Joon-ho, quand il se pointe sur scène, avant même qu'on ait la traduction, on aime ce qu'il dit. Guillaume Pressard. Vous avez déjà un peu répondu, mais ça montre bien que le Festival de Cannes, parce qu'on disait souvent que les Américains ou de gros films ne venaient pas à Cannes parce que c'était trop tôt pour les Oscars notamment. Et là, on a bien vu que sur ce film-là, toute la carrière internationale qu'il a eue, Cannes était la rampe de lancement parfaite pour ce film. Je suis vachement d'accord, Guillaume. En plus, ça montre qu'à l'heure de la mondialisation, justement, l'histoire des campagnes électorales pour les Césars qui fait que si vous sortez avant septembre, machin, tout ça c'est dépassé maintenant. En 8 ans, Pierre Lescure, depuis que vous avez pris la présidence de ce Festival de Cannes, le cinéma a évolué, il a changé. Il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu aussi la pandémie à cause de laquelle des tournages ont dû être arrêtés, des projets repoussés, des sorties décalées. Il y a eu aussi une baisse de fréquentation dans les salles en Europe, moins 58% selon les derniers chiffres par rapport à l'avant-pandémie. Dans quel état est le cinéma aujourd'hui selon vous ? Je pense qu'en tant que cinéma, en tant que monde de création et industrie de création, c'est aussi du commerce, c'est une économie de prototype, le cinéma, c'est donc quelque chose de particulier. Il est à cet égard, dans une excellente santé. Maintenant, il y a la baisse de fréquentation. Elle n'est pas plus dramatique, plus inquiétante que celle du théâtre. Le théâtre en a connu d'autres, le cinéma en a déjà connu. Ma conviction profonde, et c'est pas la foi du charbonnier, c'est que ça va revenir. Ça va revenir parce que on a quitté les masques dans les lieux publics le lundi qui précédait l'ouverture du festival. Et puis deuxièmement, regardez aussi la baisse de fréquentation de Netflix. La multiplication des plateformes fait que tout le monde ne peut pas tous payer. Et les plateformes, j'ai cette formule que je répète maintenant un peu comme à l'envi, parce que j'en suis absolument convaincu, les plateformes, moins que le cinéma, ne peuvent être Molière tous les jours, pas plus qu'elles ne peuvent être Shakespeare. Donc il y a un moment où tous ceux qui, pendant la pandémie, se sont abonnés à Netflix ou à d'autres plateformes, vont faire des arbitrages, et puis surtout, ils vont se rendre compte que où est-ce qu'est l'œuvre unique ? Elle est plus au cinéma que sur les plateformes. Vous dites que vous êtes persuadé que le public va revenir dans les salles de cinéma, pourtant la baisse est quand même importante. Comment faire ? Il y a quelques solutions qui ont été avancées, notamment par l'une des principales figures du cinéma français, Jérôme Sédou, ancien patron de Pathé, qui compte encore dans le monde du cinéma. Lui propose d'améliorer l'expérience de cinéma en salle, de proposer des salles un peu plus luxueuses, qu'on a déjà commencé à voir dans certains complexes cinématographiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Et est-ce que vous pensez que améliorer l'accueil du public dans les salles peut le faire revenir ? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, comme dit l'autre, disait Pierre Dac, et encore plus à celui de demain, il faut tout faire, y compris pour le luxe et le confort et l'expérience, puisque le mot maintenant est français et pas seulement américain. Ouais. Je pense aussi qu'il y a forcément un travail volontariste très fort à faire sur les tarifs. On ne peut pas imaginer que pour un certain nombre de catégories de Français, les plus jeunes, les étudiants et les plus modestes, le cinéma puisse
garder le même prix. Il va falloir faire des efforts, montrer des initiatives de l'imagination et du volontarisme, entre autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème d'offre? On le voit dans les études notamment menées par le CNC, de ce que disent les spectateurs, c'est qu'il y a beaucoup de films sombres, qui sont très ancrés sur le réel, mais que justement, ce qu'on traverse depuis 2 ans est assez inédit, et que le retour en salle, pour voir des films très sombres, parfois très durs, sur la fin de vie, sur la guerre, sur le huis clos familial, est-ce que ça, c'est pas aussi, alors c'est le débat éternel sur la création, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui fait baisser un peu les entrées? Je suis évidemment d'accord, parce que là encore, on est dans le désir, au-delà de l'économie, des tarifs et du pop-corn. On est dans le désir. Est-ce que, sortant de tout ce qu'on vit, j'ai envie d'aller voir ça? J'ai plus envie d'aller voir Le Grand Bain, c'est évident. Mais plus on va sortir de la pandémie, plus il y aura des grands bains. Mais vous avez évidemment raison, Guillaume. Dans le même ordre d'idées, mais cette fois d'un point de vue un peu plus paradoxal, il y a d'autres films qui attirent beaucoup de spectateurs, ce sont les franchises. Et ça peut poser problème aussi au cinéma. C'est ce que relevait notamment James Gray, dont vous avez parlé tout à l'heure, le réalisateur américain qui est venu présenter sur la croisette son dernier film, Armageddon Time. Il faut encourager la créativité, stimuler un monde qui crée des artistes à la chaîne. Au lieu de cela, ce qu'on enseigne, c'est une bonne franchise, rejoignez cette franchise. On connaissait les franchises comme McDonald's et Burger King. Maintenant, c'est la même chose avec le cinéma. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Car il s'est passé quelque chose. Pourquoi on ne parle plus de tout ça? Où est passée la critique du capitalisme qui nous a conduit à ce système d'inégalité épouvantable? Vous me demandez où nous en sommes aujourd'hui? Je vous réponds que nous avons de gros problèmes. Et c'est aux artistes de montrer ce qui ne va pas, car ça ne viendra pas d'ailleurs, je peux vous le dire. Alors les franchises, ce sont les super-héros aux États-Unis, mais aussi en France des comédies, les tuches, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Au bon Dieu, il a raison, James Gray, selon vous? Il a raison je suis totalement d'accord avec lui sur le fond. Si l'industrie de l'entertainment en général évolue de manière un peu trop mécanique et connaît aujourd'hui des problèmes parce qu'elle a pris la pandémie en pleine poire comme tout le monde, mais elle le subit parce qu'on a donné trop de pouvoir aux gens qui viennent des écoles commerciales et ont trop de pouvoir à la finance et à l'économique. Les grandes heures du cinéma, les grandes heures de l'entertainment, c'est quand toujours le pouvoir a été partagé et que le plus souvent possible, le final cut était donné par des gens de création. Quand DreamWorks est créé, ce sont des gens, il est créé par la grande société de Spielberg, Katzenberg et Geffen, elle est créée par des gens qui ont su faire fortune, mais des gens qui ont créé. Quand Canal explose au bon sens du terme, et devient un événement médiatique majeur, tous ceux qui dirigeaient, on avait des équipes financières extra, on avait des équipes commerciales extra, mais c'était des gens de contenu qui dirigeaient. Quand la Warner, qui était magnifique dans l'histoire du cinéma, mais à l'époque de Canal, la grande époque de la Warner, elle est dirigée par des gens de contenu. Mon credo, et ce sera jusqu'à la fin de mes jours, content is king, ou alors tu fais un autre métier. Le contenu est roi, on a bien compris. L'émission s'appelle International. C'est vrai qu'on peut se permettre quelques mots en anglais malgré tout. Ce que vous dites, Pierre Lescure, c'est que sans risque, il n'y a pas de création, c'est ça? Il faut prendre davantage de risques? Évidemment, puisque la création est un truc neuf. Donc il y a forcément un risque originel, et Dieu soit loué. Mais c'est un risque joyeux. C'est pas risquer sa vie, c'est risquer la beauté. On ne prend pas assez de risques aujourd'hui dans l'industrie du cinéma? Dès lors que trop souvent... c'est vous qui l'avez dit dans votre question. Dès lors qu'on parle de franchise, dès lors qu'on parle de licence, ça veut dire qu'on est en train de créer un produit qui est d'abord commercial. Vous reviendrez à Cannes aussi, Pierre Lescure? Ah oui, j'y viens depuis 79. Je reviendrai pas quand je pourrai plus, mais... Quel est le lien que vous avez avec cette ville et avec ce festival? C'est pas forcément passionnant pour le monde entier, mais moi j'ai un rapport fort parce que j'ai les premières responsabilités qui m'ont été données en radio. J'étais à Radio Monte Carlo au milieu des années 60. J'allais donc au Midem pour la musique, j'allais au MIP à Cannes pour
pour la télé. Et puis Cannes est très lié à l'histoire de Canal. Et en plus, l'ancien maire de Cannes, Dieu sait s'il est doué, le maire d'aujourd'hui, David Lisnard, mais son prédécesseur, Bernard Brochant, c'est lui qui avait, en 1983, donné mon nom sur une shortlist à André Rousselet, comme les candidats possibles à diriger les programmes de la chaîne. Donc, je serai redevable à Cannes et à ses citoyens et à ses maires jusqu'à la fin de mes jours. Quels sont les souvenirs que vous allez emporter avec vous de ces 8 années de présidence ? Les quelques souvenirs les plus marquants ? Des regards. Moi, j'aime les regards des gens heureux. Et les enjeux de celle qui va vous succéder à la présidence, Iris Knobloch, c'est quoi pour vous, en 2 mots, les enjeux qui attendent pour cette nouvelle présidence ? Je pense que l'enjeu majeur pour Iris Knobloch, qui a une forte expérience à la fois de l'industrie à travers le monde et du poids des politiques nationales et internationales, elle a vraiment une sacrée expérience et beaucoup d'intelligence là-dessus. L'enjeu, on l'a entendu à travers vos questions, il faut que économiquement et dynamiquement, le cinéma s'inscrive dans les nouveaux modes de consommation, dans toutes les offres qui sont faites aux jeunes et aux moins jeunes. Et je pense qu'elle est sans doute une des personnes les plus équipées pour aborder ça. Merci beaucoup Pierre Lescure. Merci les garçons. Merci d'avoir répondu aux questions internationales. Merci à vous Guillaume Fressard du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée à l'issue de laquelle on connaîtra donc le palmarès de ce 75e Festival de Cannes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir Antoine.